Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire où nous allons aborder ce sujet, la transition professionnelle, hein, puisque c'est au cœur du salon des transitions professionnelles aujourd'hui. Bienvenue à tous et je vais vous parler donc d'une part de l'Union des auto-entrepreneurs, qui est une association nationale qui a été créée au tout début du régime de l'auto-entrepreneur en 2009 et qui depuis s'attache à accompagner les créateurs d'entreprises depuis le moment où ils sont en recherche d'informations, jusque pendant toutes les périodes en fait, et jusqu'à le moment où la création se fait, où les étapes se font, tout un petit peu les étapes d'information, de compréhension, de comment se protéger, comment définir son activité, s'organiser, cibler ses clients, et puis communiquer, vendre, et puis l'objectif étant d'en vivre ou d'en tirer complément de revenus, mais en tous les cas, de pouvoir faire que cette activité soit bien démarrée dès le départ, bien lancée. Et puis, dans le cadre d'une transition professionnelle, justement, c'est passer d'un monde à un autre, puisque c'est passer du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat, qui sont des mondes qui fonctionnent un petit peu différemment, où on n'a pas tout à fait les mêmes façons de fonctionner, les mêmes états d'esprit parfois, où il faut s'acclimater, s'acculturer, connaître l'environnement aussi, qui n'est pas forcément un environnement économique dans lequel on a été baigné. Sophie qui est là, Sophie Tulpin, qui a créé donc les colibris. Alors Sophie, on s'est rencontrés il n'y a pas tellement longtemps. C'est dans le cadre d'un concours que l'on a mis en place il y a 5 ans, spécifiquement dédié aux auto-entrepreneurs. Et lors de ce concours qui était à Lille, à cet automne, donc en fait, Sophie a candidaté. Elle a tenté sa chance, elle a présenté son dossier auprès de notre partenaire qui est la Fondation Le Roc Les Mousquetaires, qui nous permet d'ailleurs de tenir ce prix Audace tous les ans et de récompenser plusieurs lauréats dans l'année. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir une 50aine de lauréats. Un petit club bien sympathique d'entrepreneurs et d'entrepreneureux, puisqu'il y a pas mal de filles, en fait, dans ces lauréates, puisqu'il y a beaucoup plus de femmes qui candidatent que d'hommes. Donc, c'est assez intéressant aussi. Et puis, il y a tous les âges, tous les parcours, toutes les histoires. Mais en tous les cas, Sophie, eh bien, elle a brillamment pitché son projet, son histoire, son parcours et son audace. Et elle a maintenant, elle est partie sur une voie qui est très prometteuse. Et surtout, elle a eu l'audace de franchir des sauts de haie. Moi, j'appelle ça des sauts de haie parce qu'elle en a fait bien plusieurs des sauts de haie dans sa vie depuis quelques mois. C'est assez récent en réalité. Ouais. Et je vais lui laisser donc la parole pour qu'elle vous parle un petit peu de aujourd'hui, où elle en est, ce qu'elle fait. Et puis après, on remontera le temps pour savoir d'où elle est partie. À vous la parole, Sophie. Merci beaucoup Monique, déjà pour tous ces compliments, ça me touche beaucoup. Alors déjà, j'espère que tout le monde voit bien mon écran, puisqu'il y a une petite présentation qui va avec ce que je vais vous raconter. Donc moi, je vais vous parler des colibris. C'est la marque que j'ai lancée le 15 mars de cette année. Mais d'abord, je voulais vous parler un petit peu de moi, pour vous dire d'où je viens. Je suis donc Sophie, j'ai 31 ans et je suis lilloise depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Avant de me lancer dans l'aventure des colibris, j'ai travaillé plusieurs années dans le secteur de la mode et du digital. Mais voilà, j'avais cette volonté depuis très longtemps d'entreprendre. J'avais pas encore l'idée, mais l'envie était là et je ne voulais pas le faire n'importe comment. Je voulais le faire en ayant un impact positif sur le monde qui nous entoure. Et c'est ça aujourd'hui que je vais vous expliquer. Alors déjà, je suis partie de constats. En fait, pour la petite histoire, j'ai découvert la couture il y a maintenant presque 2 ans. Parce que voilà, j'attendais mon premier enfant, donc je faisais pas mal de choses pour ma fille. Et un jour, j'ai une amie qui m'a demandé de lui confectionner des sacs à vrac pour faire ses courses, puisqu'elle en avait marre de voir sa poubelle débordée de sacs plastiques et sacs en papier. Et en fait, moi, là, ça a été le déclic. J'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet.
Déjà dans ma vie personnelle. Et ensuite, voilà, à m'intéresser au zéro déchet de manière plus générale, savoir un peu l'ampleur voilà, de cette problématique. Et là, vous pouvez le voir avec ces chiffres assez alarmants, que voilà, il y a un vrai sujet là-dessus. Et finalement, c'est là où j'ai eu mon déclic et où je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Il n'est pas trop tard pour agir. Et finalement, l'idée des colibris, la mission des colibris, c'est d'aider les gens à réduire leurs déchets du quotidien. Et pour moi, ça avait sens puisque du coup, je rentrais dans cette envie d'avoir un impact positif sur le monde. Et je vais vous expliquer du coup comment je fais pour aider les gens à réduire leurs déchets. Donc déjà, le premier pilier des colibris, c'est que je propose des accessoires durables, des alternatives durables à tout ce qu'on peut jeter au quotidien. Et ça, dans 3 univers, qui sont la salle de bain, la cuisine et les courses. Donc comme vous pouvez le voir sur cette slide, très concrètement, je propose des charlottes alimentaires lavables pour remplacer l'aluminium et le cellophane, des cotons, enfin des débarbouillettes, c'est le petit nom que je leur ai donné, pour remplacer les cotons jetables, les pochettes à vrac, les mouchoirs en tissu et plein d'autres accessoires. Et voilà, j'ai en plein d'idées en tête à développer. Mais voilà, l'idée des colibris, c'est vraiment ça, de proposer du durable à tout ce qu'on jette au quotidien. Le deuxième pilier de la marque, donc comme vous l'avez compris, mon objectif, c'est d'avoir un impact positif, mais pas uniquement à travers les produits que je vends. L'idée, c'est d'avoir cet impact positif tout au long de la chaîne de production. Et donc, pour moi, il était évident qu'il y avait un rôle à jouer au niveau du sourcing de mes matières. C'est pour ça que pour un peu plus de 80% de ce sourcing, je travaille sur le principe de l'upcycling. Alors, l'upcycling, c'est un peu un gros mot. En fait, je récupère des chutes de tissu auprès de professionnels du textile et aussi auprès de particuliers. Donc, très concrètement, moi, j'habite dans le Nord, donc il y a beaucoup de confection textile. Et donc, un créateur va acheter des rouleaux de tissu, va faire des matelas. Donc, ça veut dire qu'il va faire des étages de tissu pour ensuite venir découper le patron de la robe du t-shirt. Mais donc, il se retrouve très, très souvent avec des pans de tissu qu'il ne va jamais utiliser et donc qui ont vocation à être jetés. Et bien, moi, ce sont ces tissus-là que je récupère en leur évitant la poubelle pour les transformer en accessoires durables. Donc, on est vraiment dans un cercle vertueux du zéro déchet, de l'origine des matières premières jusqu'à l'utilisation finale du produit qui est confectionné. Et bien sûr, j'achète aussi des matières neuves, typiquement pour tout ce qui est coton lavable. Là, j'achète du neuf, mais j'ai fait un gros travail de recherche pour choisir des matières qui ont un faible impact environnemental au cours de leur fabrication. Donc ça, c'est le deuxième pilier de la marque, tout ce qui est sourcing. Et le troisième pilier, il était important pour moi d'agir au niveau des emplois locaux. Donc, tous les accessoires sont confectionnés à 40 minutes de chez moi dans un atelier d'insertion sociale. Alors, cet atelier, en fait, va aider des femmes qui sont au chômage depuis très longtemps à se former au métier de la couture à travers des contrats d'insertion qui peuvent courir entre 6 et 24 mois. Et en fait, l'idée, c'est donc de les former à ces métiers-là et qu'à l'issue de ce contrat, elles puissent retrouver un emploi. Alors, généralement, il y a 3 issues. Soit, effectivement, elles retrouvent un emploi, soit la formation était un tremplin vers une autre formation, donc ça veut dire que ça leur a ouvert une certaine vocation et donc elles ont eu envie de former à autre chose. Et la troisième possibilité, qui est un peu plus rare, mais qui existe, et effectivement cette année il y en a 2, il y en a certaines qui créent leur société. Donc là vraiment, quand je parle de vocation, c'est que voilà, ça réveille des envies d'entrepreneurs à travers ces ateliers d'insertion. Et ça, voilà, ça c'est vraiment chouette d'avoir cet impact-là. Donc là, vraiment, on est, comme je vous le disais, sur de l'impact positif, vraiment de l'origine du projet jusqu'à la fin en passant par la confection.
Donc, comme je vous le disais, je me suis lancée le 15 mars de cette année, la veille du premier confinement. Et finalement, en fait, j'ai pu voir que c'était un concept qui plaît. Effectivement, il y a de plus en plus de gens qui se sentent concernés par cette question de la réduction de leurs déchets. Donc, vous pouvez le voir à travers ces chiffres. Aujourd'hui, j'ai vendu un peu plus de 1000 accessoires, que ce soit en direct à des particuliers ou via des réseaux de distribution. J'ai développé de belles communautés sur les réseaux sociaux. Voilà, comme je le disais, depuis le mois d'août, septembre plutôt, j'ai commencé à développer la distribution, que ce soit dans des épiceries vrac ou des concept stores en France. Et j'ai eu quelques relais dans la presse digitale locale qui me permet aujourd'hui de développer ma notoriété. Alors, juste pour vous parler un peu de ma vision, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. L'idée de ce statut, c'était de pouvoir tester mon projet. L'avantage, c'est qu'on ne prend pas de risque, la création est rapide. Aujourd'hui, comme je vois que ça plaît et que je souhaite évoluer, il me semble évident pour moi qu'en 2021, je vais évoluer vers un statut de société. Donc pour ça, voilà, je prévois de me faire accompagner. Ensuite, par rapport au colibri même, comme je le disais au début, j'ai encore plein d'idées de produits à développer pour voilà, aller encore plus loin, proposer plus d'alternatives durables à ce qu'on jette au quotidien. Je souhaite évidemment continuer à développer ma présence sur tout le territoire à travers des distributeurs physiques. Et pourquoi pas, d'ici 2-3 ans, avoir une boutique en propre où je pourrais proposer mes produits, mais aussi voilà, que ce soit un lieu hybride où je puisse proposer d'autres activités autour du zéro déchet et du consommer mieux, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment sur cette thématique. Et bien sûr, pour faire tout ça, il va falloir que je recrute. Et donc, finalement, on en revient à évoluer vers un statut de société, puisque voilà, pour recruter, il faut évoluer. Donc, tout ça va évoluer d'ici les 2-3 prochaines années. Et je voulais terminer sur cette citation qui me tient énormément à cœur. Donc, c'est une citation de Gandhi. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. En fait, je voulais la mettre en avant puisque pour moi, aujourd'hui, c'est une citation qui m'a guidée dès le départ, mais même avant, quand je réfléchissais à l'entrepreneuriat, c'est important pour moi que le projet que j'allais développer, mettre en place, me colle complètement à la peau. Et donc, il me semble important pour moi qu'un entrepreneur qui cherche un peu l'inspiration, à savoir quelle activité veut faire, ça lui colle complètement à la peau et qu'il ait cette vision justement de dire je fais ça parce que l'objectif c'est que je contribue à un changement. Donc voilà, là moi je parle du zéro déchet, mais ça peut être complètement autre chose. Si vous voulez être freelance, ça peut être autre chose, du conseil. Voilà, mais pour moi, ça c'est une citation qui me parle beaucoup aujourd'hui et qui drive énormément mes décisions. Et voilà, donc c'était une présentation assez rapide. Je pense que le plus intéressant, ça va être les questions, les échanges avec vous. Je voulais vous remercier de m'avoir écouté et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, mon e-shop et les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis plutôt active. Voilà. Merci Sophie. Bravo pour ce sujet. Puis je rebondis sur le fait que oui, vous avez lancé ça dans le mois du confinement en fait, à un moment qui n'était pas simple. Alors certes, le sujet de votre activité était de circonstances, mais quand même. Enfin, bravo pour avoir sauté dans le grand bain à ce moment-là, quoi. Parce que c'était pas évident et vraiment, voilà, vous êtes là aujourd'hui et on est bien content de vous avoir. Alors moi, j'ai des questions. Ce que je voudrais savoir, c'est quand on fait comme ça le grand bond de se dire bon, je quitte le salariat. Alors il y a parfois des situations où on le quitte par nécessité, enfin on n'a pas le choix en fait, suite à un licenciement, ou parce qu'il y a des accidents de vie, ou parce que voilà, il peut y avoir plein de raisons. Mais vous, dans votre cas, quelle a été votre motivation principale et vos motivations, en tout cas, pour décider de franchir ce cap? Vous avez aussi, je rappelle, changé de région dans le même temps.
Je rappelle aussi que vous avez eu un bébé dans le même temps et que donc vous avez changé aussi de type d'activité. C'est-à-dire votre métier n'est plus le même aujourd'hui que celui qu'il était il y a quelques mois. Donc, dans tout ce parcours, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont ces motivations et puis les difficultés qui ont pu se poser sur votre chemin dans votre saut de haie multiple et puis les moments enthousiasmants, enfin voilà, ce qui vous a porté et ce qui a fait aussi et comment, quelles sont les clés, vous, que vous avez trouvées pour passer outre les difficultés? Et il y en a eu et il y en aura encore. Mais je veux dire, comment vous réagissez face à ça? Alors déjà, la motivation principale, en fait, moi, comme je le disais tout à l'heure, ça fait très très longtemps que je souhaite entreprendre. Même quand j'ai été étudiante, j'ai été diplômée en 2012, je participais, enfin, je regardais beaucoup de conférences d'entrepreneurs. J'ai beaucoup suivi le parcours de Guillaume Gibault, qui a créé le slip français. Je suis encore aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui m'inspirent et j'avais envie de faire partie de tout ça. Donc pour moi, ça fait très longtemps que c'est ancré en moi. Ce qui me manquait, c'était l'idée. Et en fait, quand j'étais salariée, donc comme je disais, j'ai travaillé 4 ans en tant que responsable digital pour une marque de chaussures. La difficulté a été d'avoir du temps pour réfléchir à cette idée. En fait, l'idée, je l'ai trouvée après, quand on a quitté, on habitait à Paris avec mon mari, on a quitté Paris, on est arrivé à Lille, j'ai appris que j'étais enceinte et en fait, c'est pendant ma grossesse que j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça et de vraiment me poser. Je ne travaillais plus, je savais que je voulais créer quelque chose et j'ai eu du temps. Et en étant salariée, je n'avais pas le temps, surtout que j'étais seule sur ce poste pour gérer tout le digital de la marque et j'étais sous l'eau. Donc, je n'avais pas vraiment le temps de le faire. Mais c'était là et en fait, j'ai franchi le pas parce que c'était le moment en fait. Tout s'est bien imbriqué finalement. On a changé de région, mais parce qu'on l'a voulu. Clairement, on ne se voyait pas fonder une famille à Paris. Pour nous, c'était hors de question. Mon mari travaillait à l'époque chez Leroy Merlin, donc il a demandé une mutation. Évidemment, le Nord, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, Leroy Merlin, ça se passe ici. Donc, il a été muté ici. L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est vrai que Lille, la région, la métropole lilloise, c'est très, très dynamique en termes d'entrepreneuriat. Il se passe énormément de choses. Et voilà, et finalement, le déclic que j'ai vécu, a plus été sur l'idée, le fait que j'ai eu l'envie d'aider les gens à réduire leurs déchets. Et voilà, et en fait, aujourd'hui, moi, depuis que je suis dans ce projet, c'est que de l'enthousiasme. Enfin, clairement, je suis tellement heureuse. Alors oui, il y a des jours, c'est difficile. L'entrepreneuriat, c'est pas tout rose. Aujourd'hui, les colibris, c'est moi. Ça fait vraiment partie de moi. Les jours, et ça arrive où j'ai pas de commande, mais là, on remet tout en question. On dit que c'est nul, qu'il faut tout revoir, que voilà. Et puis le lendemain, on fait des ventes et c'est génial et c'est tout rose et on est contacté par l'UAE pour faire un webinar et c'est génial. Et donc, en fait, bah oui, l'entrepreneuriat, c'est difficile, mais pour rien au monde, je ne retournerai dans l'univers du salariat. J'ai pas été salariée très longtemps, hein. Finalement, j'ai été diplômée en 2012. Bon, j'avais fait des stages avant et j'ai quitté mon emploi en 2018. Mais pour moi, c'était tellement ancré en moi qu'il fallait que je saute le pas. C'était une nécessité. Donc voilà, après il y aura peut-être des questions plus précises, mais Oui. voilà, l'avantage du statut d'auto-entrepreneur, c'est que enfin, je trouve que c'est génial pour tester un projet parce que la mise en place est rapide, on a toutes les clés et vraiment c'est facile. Et aujourd'hui, moi, ça m'a permis de créer, de tester les colibris sur 10 mois et je sais qu'en 2021, je vais passer à la vitesse supérieure. Et voilà, et si ça n'avait pas marché, bah, j'aurais fermé mon auto-entreprise et j'aurais pas pris de risque. Et donc aujourd'hui, on est dans un pays qui nous permet ça et je trouve ça génial. Donc, Bah, c'est un tremplin, c'est vrai que c'est faut un pas tremplin. hésiter. C'est un tremplin pour porter des projets. Après, je rebondis sur autre chose que vous avez dit et qui m'interpelle, c'est la préparation. Parce que je pense que, particulièrement quand on fait, et dans tous les cas, quand on prépare un projet, il faut bien le préparer. Enfin, il y a une phase inévitable de préparation pour savoir ce que l'on va vendre, à qui on va le vendre,
quelles sont les offres que l'on va faire, à combien et dans quel contexte, sur quel territoire aussi. Vous avez parlé du territoire lillois. C'est vrai que c'est important d'avoir un territoire aussi où il y a un minimum de dynamique, mais la dynamique, même si elle n'y est pas forcément sur tous, elle se crée en fait. C'est-à-dire que c'est quand on est entrepreneur, on va à la rencontre des autres aussi sur le territoire. On peut trouver des prescripteurs. Vous, ce sont des distributeurs. Mais quel que soit le métier que l'on exerce, on peut avoir des prescripteurs. Il ne faut surtout pas rester tout seul, isolé, et il faut s'entourer, je pense. Donc voilà, donc ça fait partie des choses que vous avez dû vivre. Alors, demain, là, parmi celles et ceux qui nous écoutent, s'ils doivent poser un projet quelque part dans une région, ça c'est important d'en parler aussi. Voilà, quelle a été, parce que vous êtes lilloise d'adoption, donc ce n'était pas votre région initiale, vous arrivez, et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, en raison de la crise sanitaire, qui font ce parcours de changer aussi de région. Donc, s'implanter dans une nouvelle activité, une nouvelle forme d'exercice d'activité, et en plus sur un nouveau territoire. Alors, voilà, comment vous avez fait, en fait, vous, par rapport à ça, et quels conseils vous donneriez donc, à ceux qui sont en réflexion? Voilà les 2-3 items que vous donneriez, fort de votre expérience à vous. Alors, effectivement, donc, pour répondre à la première partie de la question, donc moi, je suis arrivée à Lille il y a 2 ans et demi. On est arrivé, on connaissait personne, hein. On n'est pas du tout dans la région, dans une région connue. Nos familles ne sont pas ici, nos amis ne sont pas d'ici. Donc voilà. Alors il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre d'autres entrepreneurs et à être curieux surtout, à aller voir sur Internet. Aujourd'hui, on a quand même des outils, des réseaux sociaux, c'est une mine d'or d'informations. Donc à aller fouiller, à aller voir les personnes qui sont dans la même région que vous et à les contacter. Moi, voilà, je suis allée déjeuner avec d'autres femmes entrepreneurs, notamment. Alors, ça aurait pu être des hommes, mais bon, il s'est avéré que c'était plutôt des femmes qui étaient comme moi, qui ont eu des enfants. Enfin voilà, donc déjà ça rassure. Je trouve que il faut échanger, il faut s'entourer. Aujourd'hui, moi je fais partie d'un collectif, c'est pas une espèce d'académie de femmes entrepreneurs. Alors ça, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui pour se retrouver, pour discuter. Et c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, ou entrepreneur tout court, on a des jours où on peut se sentir très seul. Et donc c'est là où se crée un réseau, c'est important puisque voilà, on peut décrocher son téléphone et aller parler avec quelqu'un qui est aussi entrepreneur, qui va avoir les mêmes problématiques que vous, les mêmes galères. Et du coup, vous allez lui parler pendant 1 ou 2 heures et vous allez ressortir rassuré, apaisé, content, avec plein de nouvelles idées. Donc vraiment, mon premier conseil, c'est de ne pas hésiter à vous entourer, vraiment. Et en plus, surtout, c'est peut-être Lille aussi parce qu'il y a la chaleur du nord, mais je pense que c'est le cas partout. On est entre entrepreneurs, on est content de se retrouver et de partager. Donc vraiment, ne pas hésiter. Après, voilà, des conseils, j'en ai plein. Si vous êtes en phase de réflexion sur un projet, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est déjà de faire une introspection sur vous, sur ce que vous aimez, quelles sont vos valeurs, et ça va vous aider déjà à savoir vers quel style de business vous voulez vous tourner. Je veux dire, si vous êtes quelqu'un, moi, typiquement, avoir un impact positif sur le monde, c'était important pour moi parce que j'ai fait de l'humanitaire, parce que j'avais envie de me tourner aussi, d'avoir une utilité sociale, donc en travaillant avec des ateliers. Pour moi, c'est important. Pour vous, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas du tout important, mais peut-être que vous seriez très bon en conseil parce que vous êtes quelqu'un à l'écoute, qui aime accompagner les autres. Enfin voilà, je trouve que voilà, c'est important de faire cette introspection-là parce que votre business, que ce soit du service ou des produits, vous allez en parler, à partir du moment où ça va être lancé, vous allez en parler tout le temps. Donc, il vaut mieux aimer parler de votre travail. Vous êtes plus salarié, donc là, vous avez le choix de faire ce que vous aimez. Et comme vous allez en parler tout le temps, il vaut mieux que ça vous colle à la peau quand même, parce que moi, j'en parle tous les jours. Je défends mon projet tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux, au téléphone, l'épicerie d'à côté. Enfin, je veux dire, je vis pour ça. Donc voilà, essayez de trouver quelque chose vraiment où ça va remplir votre vie. Donc il faut que ça vous plaise vraiment. Je me souviens d'avoir assisté à une conférence justement, alors encore lui, Guillaume Gibaud du CIP français, qui disait bah oui, moi j'ai créé des slips, alors je ne suis pas
je suis pas un fan de slip, mais disons qu'en fait, je me suis posé la question de me dire: «Est-ce que j'ai envie de parler de slip toute ma vie ou en tout cas une bonne partie de ma vie?» Et il s'est dit: «Bah ouais, parce qu'en fait, je vais me marrer. Je vais me marrer en parlant de slip» et maintenant on voit la com qu'il y a du slip français et effectivement, elle est décalée, elle est drôle. Il a réussi à créer un vrai univers et voilà et c'est pas parce qu'il était fan des slips, c'est parce qu'il avait une idée derrière la tête de dire: «On va changer le monde avec des slips». Parce que l'idée derrière, c'était de revaloriser le made in France, voilà, il avait une vraie mission de marque. Donc voilà, donc ça c'était mon deuxième conseil. Après, des conseils, il y en a plein, ça va un peu dépendre de vos interrogations aussi, si je peux vous apporter des réponses. Voilà, tester votre projet, comme je disais, avec le statut d'auto-entrepreneur, ben voilà, ça vaut le coup, c'est chouette. N'hésitez pas à faire quand même, voilà, comme le disait Monique, c'est important de se préparer, avoir quand même une idée un peu des chiffres que vous voulez faire. Si vous êtes une femme, où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Moi, j'en suis, bah, voilà, j'ai eu un enfant 9 mois après avoir accouché. Donc, disons que j'ai travaillé sur mon projet avec un nourrisson. Bon, ça s'est fait comme ça, mais voilà, j'avais tellement l'envie d'entreprendre et aussi d'être maman, bah, j'ai fait face aux deux et voilà, c'est fait comme ça. Mais où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà 20 ans de salariat derrière, donc vous avez déjà acquis des compétences et peut-être que vous avez plus vous n'êtes plus dans cet objectif de fonder une famille, peut-être que vous avez déjà vos enfants, peut-être que vous en voulez pas. Mais c'est important d'intégrer tout ça dans votre projet parce que ça va être important. Enfin, pour moi, c'est inévitable. Et puis de vous entourer, si vous êtes marié, pas marié, si vous avez un compagnon ou une compagne, des enfants, bah, voilà, qu'ils soient intégrés aussi à votre projet parce que ça prend tellement de place qu'il va vous falloir du soutien de vos familles. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient à 300% et je pense que ce ne serait pas la même chose s'il s'en fichait. Enfin, voilà, je pense que c'est très important. Très, très important, l'adhésion de Puis, l'entourage. voilà, de vous entourer. Et puis, une fois que vous vous serez lancé, pensez à prendre du temps pour vous. Moi, je commence à le faire depuis pas très, très longtemps. Mais c'est vrai qu'on a tendance à ne vivre finalement que pour son projet qu'on a créé. Et parfois, il faut savoir prendre du recul et des moments pour soi. Parce qu'en fait, en tout cas, moi, je suis toute seule sur les colibris. Si moi, je suis plus en forme, bah, les colibris, ça va plus rouler. Donc ça, c'est un conseil une fois que vous êtes lancé, mais c'est très, très important. Et vous voyez, ça fait 10 mois que je suis lancée et je commence tout juste à le faire, à faire des temps de pause dans ma journée, à vivre pour moi, à aller courir. Alors, je me remets à faire du sport et ça me vide la tête, à essayer de trouver votre truc, mais prendre soin de vous parce que vous, au début en tout cas, vous serez le seul moteur de votre projet. Donc, il ne faut pas que vous lâchiez. Voilà, Super. c'est un peu Merci ça. Sophie pour toutes ces belles choses qui sont dites. Et c'est vrai que l'adhésion de Monique, vous l'entourage… avez dû couper votre micro, je pense, non? Non, vous C'est m'entendez bon? là? Ah C'est non, c'est revenu? bon. C'est revenu? Ouais, c'est bon. Oui, l'adhésion de l'entourage est vraiment importante. Et c'est vrai dans la phase cruciale de démarrage. Et puis, il faut aussi fermer ses oreilles quand même à parfois des gens qui sont des décourageurs profonds. C'est-à-dire que voilà, c'est vous Ouais. qui savez, et j'aime bien ce que vous avez dit, c'est vous qui êtes le moteur, et c'est vous et faire le point dans sa vie. Enfin, vous avez dit plein de choses qui sont aidantes en fait, parce que ça peut paraître évident, mais ça l'est mieux en le disant en tout cas. Bon, je propose, Sophie, qu'on voit s'il y a des personnes qui ont des questions, qui ont envie de vous Ouais. interroger. Elles peuvent prendre la parole. Il suffit juste que vous réactiviez votre micro. Si vous avez un souci, je peux le réactiver à distance, si besoin. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez aussi les poser par le petit outil Converser que vous trouvez en appuyant sur l'écran. Vous le trouvez en haut. Il y a un petit outil Converser dans les 3 petits points qui sont à droite de votre écran normalement. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Ça veut dire qu'on a tout dit. Ah bah. Tant mieux. Vous m'entendez? Ah, oui. Oui. Christelle, bonjour. Oui, bonjour. Très intéressant votre parcours, surtout félicitations encore Merci. de vous être lancé à cette période. Donc, félicitations. Ma question, c'était peut-être
sur le côté financier du démarrage. Comment ça s'est voilà, construit de ce côté-là? Est-ce que vous aviez déjà un fonds de départ? Est-ce que vous avez trouvé une aide? Voilà, ce genre de choses. Alors, oui, effectivement, j'avais un peu d'argent de côté, forcément, puisque alors, étant donné que je suis dans la confection de produits, il fallait que je fasse de la confection avant le lancement, donc qu'il y ait des produits disponibles. Donc, effectivement, j'avais un peu d'argent de côté pour financer cette partie production. Mais effectivement, en fonction de votre projet, si vous partez sur le même type de projet que moi, il va vous falloir un petit peu d'argent. Après, c'était pas énorme. Je veux dire, j'ai été très prudente sur cette partie-là. Et je profite de votre question pour vous dire quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs oublient, c'est de prévoir un budget pour la com. Parce que généralement, alors moi je venais du digital, donc la com pour moi c'était important et je savais qu'il fallait prévoir un petit budget pour ça. Mais beaucoup investissent beaucoup donc sur la partie création si vous partez directement en société, la partie production, la partie, enfin voilà. Mais et souvent la com vient en dernier. Si moi typiquement sans budget com, les colibris, ça peut pas être connu. Je veux dire, c'est impossible. Donc, si vous créez un projet, pensez toujours à intégrer un budget de com dès le départ qui va vous permettre de vous faire connaître. Donc ça, c'est important. Et en fonction de votre projet, oui, il faut un budget de départ. Alors après, vous avez des structures qui peuvent vous accompagner. Enfin, Monique pourra plus en parler que moi. Mais, vous avez des structures qui peuvent vous accompagner pour construire vos plans de démarrage, vos business plans et pour vous aider aussi à aller décrocher des fonds derrière. Il y a beaucoup de choses qui existent. Je sais qu'à Lille, alors moi je ne l'ai pas fait encore, mais il y a des initiatives lilloises, des Nord Actifs, plein de fonds comme ça qui peuvent vous financer. Monique, peut-être que vous avez un mot à dire. Alors, idéalement, Christelle, en fait, ce qu'il faut déjà, au départ, c'est, on a parlé de la préparation, c'est définir. Tout le monde n'a pas des stocks, ça dépend des activités. Il y a des activités où il faut fabriquer, où il faut acheter des stocks. Donc là, il faut évidemment un budget correspondant aux premiers achats de matériel ou de biens que vous allez vendre. Il y a aussi des métiers où il n'y a pas d'achat de stock, mais où il y a une communication encore plus importante à devoir faire ou des outils informatiques à acheter parfois. N'importe comment, il faut avoir connaissance en faisant ces projections de vente. Il faut être capable. Alors moi, je déteste le mot business plan. Je dis un plan d'affaires, c'est le mot québécois parce que je suis très inspirée par le Québec. Depuis très longtemps, moi, j'ai commencé à travailler et à entreprendre au Québec. Donc, j'ai été quand même un peu mise dans la bassine de l'Amérique du Nord pour ça. Et en matière d'entrepreneuriat, ils sont quand même beaucoup plus pragmatiques dans la manière d'aborder. Et le principe, c'est que votre principal financeur, ce sont vos clients. Et comme l'a dit Sophie, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde si vous n'avez pas mis un peu de moyens pour la faire connaître, mais vous pourrez toujours avoir la meilleure idée, elle restera dans votre ordinateur et elle restera dans votre tête. Donc en fait, il faut vraiment avoir une stratégie, que ça soit une stratégie d'organisation. Je vois que Sophie, elle est très organisée, il y a des cases, elle range les choses dans les tiroirs, enfin voilà, on sent qu'elle ouvre le bon tiroir au bon moment et il ne faut pas se disperser de trop et avoir financièrement à la fois cet outil qui va dire, je vais avoir ça comme frais fixes, je n'ai pas le choix, tous les mois, il faudra que je paye. Par exemple, l'abonnement à mon site web, si je prends par exemple sur LinkedIn un abonnement premium, ça coûte X centaines d'euros par an, donc je vais l'étaler donc tous les mois et lisser un petit peu ces dépenses pour voir. Et à partir de là, savoir définir vos offres. Ce qui manque cruellement, moi, pour avoir accompagné depuis 12 ans des porteurs de projets, des entrepreneurs, il faut définir les offres. Alors, il ne faut pas en définir 18 000 au début. Il faut se positionner sur 3, 4 offres, commencer comme ça, et puis faire grossir et enrichir les choses. Mais au moins voir si votre plan d'affaires, moi j'aime bien ce mot plan d'affaires, parce que vous planifiez les choses,
Voilà, qu'est-ce que ça va vous demander comme ressources financières pour pouvoir asseoir les frais fixes, les choses dont vous ne pouvez vraiment pas, voilà, vous êtes obligé. Combien de revenus vous voulez en tirer? Est-ce que c'est un revenu complémentaire? Est-ce que c'est un revenu complet à 100%? Donc, ça veut dire que vous allez y consacrer 100% de votre temps. Les cotisations sociales, la partie voilà, de votre protection sociale, la protection de votre activité. Puis, une fois que vous avez ce tableau en tête, c'est comme dans votre maison, quoi. Vous savez combien ça vous coûte en électricité, en gaz, tous les mois. C'est pareil, en fait. C'est la même mécanique. Et donc, combien de revenus vous allez devoir générer par votre activité pour pouvoir couvrir ces frais? Une fois que vous avez ça en tête, là, vous allez pouvoir aller rencontrer. Il faut que vous puissiez avoir… Sophie, elle vous a fait une démonstration d'un pitch, en fait. En quoi? En 7-8 slides. Il faut être convaincant quand on va aller chercher des aides, des fonds. Alors, les aides, moi, le mot, il me fatigue un peu parce que les aides, c'est à tort et à travers. En fait, il va falloir que vous constituiez un coéquipage, en fait. C'est-à-dire qu'autour de vous, comme l'a dit Sophie, vous allez avoir des réseaux d'entrepreneurs sur votre territoire. Ça, il y en a partout. Et l'échange avec les autres est bénéfique. En 1 heure ou 2 heures de temps, comme elle a dit, vous allez échanger des tuyaux, le contact local d'une structure, parce que chaque territoire aussi, il faut savoir, a ses structures qui peuvent aider. Alors, du côté des femmes entrepreneurs, il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Donc, il y a des prix, vous pouvez avoir des prêts d'honneur, il y a des tas de choses, et territoire par territoire. Donc, il faut la première action, c'est se rapprocher du conseil régional déjà et voir les actions qui sont proposées par la région, puis par le département, puis par votre commune. Il ne faut pas hésiter à aller rencontrer le service de développement économique de la mairie, mais pas comme ça, sans que vous ayez quelque chose en main. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un petit document à laisser. Il faut en parler, en fait, de ce projet. Mais pour en parler, il faut que vous l'ayez d'abord bien mis tous les ingrédients. C'est comme une recette de cuisine, en fait. Il faut attendre que ça soit dans le four, là, que ça ait levé un peu. Puis là, vous allez aller l'expliquer. Et vous allez aller convaincre, en fait. C'est vous qui portez le dossier. Vous êtes le moteur, comme a dit Sophie, et donc vous allez le porter. Et vous allez convaincre les gens de vous suivre, de vous aider, de vous accompagner, de vous trouver des solutions. Vous avez aussi, il y a je ne sais pas si Sophie, vous avez fait appel au crowdfunding, vous? Non, pas encore, mais Ah, j'ai dans l'idée de le faire en 2021 pour un nouveau produit et que je oui, vais parce développer. que ça permet de sonder. En fait, ça permet de faire aussi une mini-étude finalement de marché, de voir si ce produit-là séduit. Et puis, on est dans une dynamique en plus qui s'est renforcée pendant la crise. Sur un territoire, c'est aussi aller parler de votre projet aux citoyens du territoire, pouvoir trouver des lieux, passer par des assos aussi. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est un peu compliqué parce que les moyens de communication sont différents. Physiquement, c'est plus compliqué, mais par contre, profitez de cette période pour bâtir votre stratégie sur les réseaux sociaux. Elle sera installée et quand le présentiel reviendra, vous aurez toujours cette assise des réseaux sociaux qui existera toujours. Il faudra toujours fonctionner en hybride. Même si demain, on peut tous se serrer la main et s'embrasser, ceci dit, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait encore un autre problème qui ressurvienne. Donc, il faut vraiment garder cette dynamique des réseaux sociaux qui, quand même, comme l'a dit Sophie, elle est une pro du sujet. Elle en parle beaucoup. Voilà, moi, je bois beaucoup moins. Mais en tout cas, voilà, le fait d'avoir ce canal et surtout avoir plusieurs canaux de distribution, de mise en avant de vos produits, pas un seul. Si vous vous installez sur une marketplace, ne prenez pas une seule marketplace. C'est le problème qu'il y a avec les plateformes. Par exemple, vous devez lire dans la presse des tas de trucs sur les plateformes et sur les indépendants des plateformes. Mais si on ne prend qu'un seul canal, qu'un seul tuyau de vente de ces produits, parce que parfois, c'est plus facile parce que les plateformes sont pourvoyeurs de clientèle tout de suite. Moi, je les appelle les boîtes à croquettes parce que c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'effort à faire. On rentre sur la plateforme, on a de la clientèle qui arrive, mais dans des conditions parfois qui coûtent beaucoup. Mais ceci dit, il ne faut pas avoir que ça. Il faut avoir les marketplaces, les plateformes, la clientèle directe, votre site internet, vos réseaux sociaux, une boutique. Alors, on a par exemple dans l'équipe Alice qui est esthéticienne à domicile et qui à la fois est esthéticienne à domicile, à la fois monte des boutiques éphémères. Ça marche pas mal aussi, la boutique éphémère. Ça permet de faire des steps avant d'avoir une vraie boutique, permet de voir un peu comment il faut s'équiper, comment se comporte la clientèle. Il faut faire il faut faire des petits tests et aller chercher des segments de clientèle, segment 1, segment 2, segment 3. Et c'est la meilleure aide, c'est le carnet de clients en fait. Et ça, c'est un travail de stratégie et de planification
une fois que vous avez lancé ça, puis ça devient effectivement enthousiasmant parce qu'on voit des résultats arriver, parce qu'on voit que le message, on le modifie. Il n'y a rien de fixe dans l'entrepreneuriat. Alors, il y a le saut de haie, il faut être hyper entraîné quand même. Il y a des moments où il faut s'attendre à ce qui est même. Il y a des moments de calme, mais il peut y avoir une haie à sauter à un moment. Et à la fois, il y a des petites victoires, il faut les savourer parce qu'une petite plus une autre, et on finit par arriver à construire son modèle économique. Mais c'est important, Christelle, c'est le modèle économique. C'est dans la planification, c'est dans la stratégie de ce que vous allez bâtir dans votre activité, quelle qu'elle soit, c'est la même mécanique qu'il faut avoir. Et parler de votre projet déjà dans votre entourage proche, ne pas hésiter et dire aux gens, ne me dites pas pour me faire plaisir, même votre meilleure amie, votre cousine, votre cousin, ne me dites pas que ça vous plaît, mais juste pour me faire plaisir. Faites vos critiques. Soyez libre de les faire et c'est ça qui va vous faire avancer parce que parfois, on a l'impression qu'on a eu le meilleur texte du monde. Pas du tout. En fait, il est compris par 2 sur 10. Donc voilà, il faut juste… Nous, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on vend, mais parfois, en face, il faut que ça soit compréhensible par l'autre. Et pareil, quand vous présentez votre projet, moi, je dis ça se résume en 4 pages, en gros, 4 thèmes. Vous parlez de vous, votre parcours, votre expérience, vos valeurs, comme Sophie les défend bien, ces valeurs. Quelles valeurs vous mettez dans votre projet? Pourquoi vous faites ça? Pour changer quoi dans le monde? Même si c'est une goutte d'eau, mais ou pour faire quoi? Pour apporter quoi? Quand on entreprend, on résout un problème, souvent. On répond à une problématique. On est là pour résoudre, pour apporter un service, pour apporter un produit. Donc, c'est quoi, en fait, ce que vous défendez? Donc, ça, c'est la première page. La deuxième, c'est ce que vous allez vendre et à quel prix. Tournez le miroir quand vous vous baladez sur des sites internet. Quand est-ce que vous décrochez? Quand il n'y a rien, quand l'offre n'est pas claire, quand elle n'est pas identifiée, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on paye. Alors, on peut parfois ne pas mettre tous les prix selon les activités de service, mais mettez-en au moins 1 ou 2 prix d'appel. Puis le reste, c'est sur devis, par exemple, pour des prestations de service. Mais quand il n'y a rien du tout, ça veut dire qu'il faut faire la démarche. Voilà. Et parfois, si la démarche n'est pas assez rapide, s'il faut remplir un formulaire de 28 lignes, oubliez ça, il vaut mieux avoir les boutons call to action qui vont faire que vous allez vite aller, votre client va au moins vous demander une info, au moins télécharger une documentation, aller plus vite dans la concrétisation. Puis la troisième, ça va être, vous allez parler à votre client, en fait, vous allez vous oublier un peu, puis vous allez lui parler. Alors, comme Sophie le fait, elle conscientise en fait la personne en face, le potentiel client. Elle donne son discours qui va l'interpeller ou qui va répondre à son besoin ou répondre à une nécessité sociétale comme maintenant. Et puis la dernière page, c'est où est-ce que vous travaillez? C'est-à-dire dans quel domaine? Est-ce que c'est national? Est-ce que c'est juste sur votre commune? Est-ce que c'est départemental? Est-ce que vous pouvez livrer en Europe? Est-ce que vous pouvez livrer en France? Voilà, comment en fait? Parce que la plupart du temps, le numéro de téléphone étant tout petit, le mail étant tout petit, c'est parfois grisé. Moi, je dis, mais il faut pas disparaître derrière un rideau. Là, il faut véritablement qu'on sache comment on vous contacte et sur quel territoire vous travaillez. Voilà. Est-ce que moi, si je vous appelle de Nice et vous êtes installé comme Sophie à Lille, je sais que je peux me faire livrer, en fait. Je le vois sur son site que je peux me faire livrer. C'est tout de suite immédiat. Ce n'est pas juste local. Voilà. Et ça, c'est important de bien le mettre en avant. Bon, c'est des petits conseils effectivement, qui sont liés à la communication, à la manière dont on se présente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Christelle, déjà, on a répondu à vos questions? Est-ce que vous en avez d'autres? Oui, vous avez répondu et c'était même au-delà de ce que j'espérais. Tant mieux, écoutez. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, sinon vous pouvez les poser par écrit. Non, on n'a pas d'autres questions. C'est qu'on a bien travaillé, Sophie. Oui. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est bravo à vous pour cette image que vous donnez de ces sauts de haies multiples que l'on peut faire. C'est pas simple, il faut de la ténacité, il faut s'atteler à l'ouvrage un petit peu. J'ai envie de dire qu'il faut et être passionné, et vous le représentez bien. Vous avez mis sur pied en quelques mois quelque chose qui nous interpelle aussi par vos valeurs, et c'est pour ça que les valeurs, je pense que c'est important de les mettre dans un projet, et c'est ce qui porte aussi dans une transition où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à changer soi-même dans sa vie, beaucoup de réflexes et d'apprentissage aussi nouveaux.
parce que vous changez d'univers, vous changez de, de façon de fonctionner. Un des plus grands sujets qui nous est posé, nous, à l'UAE, quand quelqu'un passe du salariat à l'entrepreneuriat, c'est aussi la protection sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qui change en fait lorsque on passe du salariat où généralement la complémentaire santé elle est gérée par l'employeur, la prévoyance elle est gérée par l'employeur, donc je vais juste faire un petit item là-dessus parce que c'est important. À partir du moment où on est entrepreneur, on bâtit soi-même sa protection sociale, c'est-à-dire qu'en fait il faut aller s'enquérir auprès de la sécurité sociale. Il faut dire, voilà, je vais devenir entrepreneur, je vais créer mon auto-entreprise, voilà, ou ma société, peu importe. Je vais donc devoir changer. Qu'est-ce que ça change pour moi, la sécurité sociale? Si demain, je tombe malade, parce que vous allez devenir le seul acteur qui va faire tourner cette entreprise au départ, si je tombe malade pendant 6 mois, mettons, j'ai un accident de voiture, je tombe malade, je suis hospitalisée, pendant 6 mois, je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce qui se passe, en fait, sur mon compte en banque déjà? Pour commencer, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que est-ce que vous allez pouvoir continuer à générer un revenu de remplacement via la sécurité sociale? Est-ce qu'il faut que vous rajoutiez une petite complémentaire qui va vous permettre d'avoir un complément de ce qui ne sera pas pris en charge par la Sécu? Et ça, c'est pas compliqué, hein, c'est un mail à Amélie demandé par rapport à votre situation où vous vous rendez à votre centre de Sécu et vous posez toutes les questions, faites les scénarios types. Et ça, il ne faut pas partir en entrepreneuriat sans savoir un minimum de ça. Voilà, savoir, et votre carte vitale, elle ne change plus aujourd'hui. Tout a été simplifié depuis plusieurs mois maintenant. Avant, ça changeait. Il y avait le fameux RSI. Alors, je le dis une fois de plus, le RSI n'existe plus parce qu'on lit encore des trucs sur le RSI, parce qu'Internet n'est pas très organisé par moment. Il nous ressort des trucs très vieux, non datés. Donc, on pourrait croire, entre les gens qui republient des choses pour refaire du buzz sur leur site, et en fait, ce sont des articles qui datent d'il y a 7-8 ans. Mais n'étant pas daté, ça prête à confusion. On le voit beaucoup à l'UAE, des questions qui arrivent sur des sujets qui ont été republiés, et en fait, c'est très vieux. Donc, ça n'existe plus. Votre caisse de remboursement des soins, c'est la même que lorsque vous étiez salarié. Vous gardez la même carte vitale, vous la mettez à jour comme d'habitude. Enfin, il n'y a rien qui change. Ce qui change, c'est les indemnités journalières. Donc ça, il faut vraiment s'en occuper de ce fameux revenu de remplacement si jamais on est malade longtemps. Donc ça, c'est important. Et puis, sinon, il n'y a pas grand... Enfin, après le reste, il n'y a pas grand changement notoire, si ce n'est comprendre un peu, voilà, s'intéresser aussi à la rubrique économique de ces médias locaux, voir un petit peu quelles sont les opportunités à saisir. Pas perdre de vue que, voilà, on l'a vu pendant la crise sanitaire, son activité peut être impactée. Alors donc, ça veut dire qu'il faut avoir toujours un plan B, puis un plan C, en fait, dans le cas où on ne peut plus vendre pour telle et telle raison. Alors, ça existait avant la crise du Covid. Il y a des personnes qui avaient des boutiques. La commune décide de faire des travaux dans toute une rue parce qu'un tram va être installé. Et pendant 2 ans, vous avez des travaux dans la rue. Les clients ne peuvent plus venir acheter. C'est pour ça que l'histoire du click and collect, elle est pas... Ça a mis un petit coup de boost à tout le monde pour aussi s'équiper, mais il y a plein de commerçants qui se sont retrouvés confrontés à ça, à un empêchement de pouvoir vendre en physique pour d'autres raisons. Donc, c'est vrai qu'il peut subvenir des tas de choses. Des crises, moi j'en ai connu en étant entrepreneur. Il y a eu la crise des tours en 2001 qui se sont effondrées pour tous à New York, pour tout ce qui était... Moi, j'étais dans la filière du tourisme à cette époque-là, mais je peux vous dire que tout est tombé par terre. Et on avait l'impression qu'on n'allait jamais redémarrer. Et puis, ça a redémarré, et en fait, on oublie vite. Donc, ça repart. Et c'est pour ça qu'il faut penser maintenant à avoir des canaux de diversification de sa manière de vendre et de diversification de ses cibles de clientèle. Je pense que Sophie, enfin, voilà, c'est aussi un exercice auquel vous avez pensé. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous dites parce que justement, hier, je parlais de ça avec une personne qui a ouvert sa boutique à Lille en janvier de cette année. Et en fait, elle a assisté à un sommet d'entrepreneurs où il y avait des grands entrepreneurs. Il y avait Thierry Marx, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez Justine Hutto qui a fondé Respire. Enfin voilà, il y avait quelques personnalités comme ça. Et Thierry Marx disait que quand même la crise du Covid allait quand même durer pas mal de temps parce que il y a le vaccin qui arrive, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire vacciner avec un vaccin qui s'est développé en 6 mois. Enfin bon.
voilà, il disait que le Covid, ça allait quand même durer très longtemps et qu'aujourd'hui, les entrepreneurs déjà installés doivent trouver des solutions pour se digitaliser. Alors après, on n'est pas du tout à l'abri d'une crise digitale un jour, mais aujourd'hui, il est primordial de se digitaliser et c'est un restaurateur qui dit ça. Hein. Donc voilà, autant. Voilà, et donc c'est vrai que si voilà, vous êtes dans une période de réflexion sur le projet que vous voulez développer, eh bien, essayez de peut-être vous tourner sur le digital et de voir si votre idée peut se digitaliser facilement. Parce que c'est vrai que moi, aujourd'hui, les colibris, c'est pas du 100% digital parce que j'ai de la distribution physique, mais disons que c'est un projet digital. Donc, j'ai lancé le 15 mars, j'ai appuyé sur On le 15 mars, je suis allée me cacher sous ma couette après parce que j'avais très, très peur. Et en fait, la crise du Covid, moi, ça m'a pas vraiment impacté parce que je pouvais faire des envois, parce que je suis 100% digital. Donc, c'est vrai que la crise qu'on vit aujourd'hui nous invite à revoir un peu, enfin, pour ceux qui sont sur le physique, à devoir se réinventer. Et je pense que les projets plutôt axés digitaux vont être plus intéressants peut-être. Oui, alors après, il y a donc cette idée de rester toujours en hybride, c'est-à-dire vous allez après avoir certainement dans votre développement des endroits physiques ou des boutiques éphémères qui peuvent être d'ailleurs dans d'autres endroits que Lille, hein, pourquoi pas. Vous pouvez aussi envisager, et pourquoi pas, de franchiser ce que vous faites. On a des micro-franchises, des gens qui ont déployé des concepts en micro-franchise dans d'autres villes de France à partir de leur expérience et de ce qu'ils ont monté. Il ne faut pas se fermer les portes en réalité, mais il faut penser à la diversification. Alors, je vous donne un autre exemple pour les gens qui nous écoutent. On a par exemple dans nos adhérents à l'UAE des gens qui sont moniteurs de ski, qui sont en auto-entrepreneurs et qui n'ont pas mis que ça comme activité. Parce qu'en fait, ils sont moniteurs, déjà, c'est une activité saisonnière. Donc, par exemple, j'en ai un qui, lui, est traducteur aussi. C'est-à-dire plus particulièrement l'été, évidemment, le printemps, enfin, fin du printemps jusqu'à l'automne. Mais là, ça l'a sauvé pendant la crise du Covid. Parce qu'en réalité, là, il sait qu'il ne va rien faire. Il ne va pas faire de cours, ça ne va pas être possible, les stations sont fermées. Donc, il a appuyé sur l'accélérateur de son autre activité. Et l'auto-entrepreneuriat permet ça, c'est-à-dire que vous allez déclarer quand vous vous inscrivez une activité principalement exercée, mais vous pouvez en ajouter une deuxième ou une troisième. Alors, il ne s'agit pas d'en ajouter 10, mais vous pouvez très bien en ajouter une autre ou deux autres qui n'ont absolument rien à voir, que vous développez à côté et qui, parce que peut-être que l'activité principale n'est pas pleinement active toute l'année, ou parce que vous voulez en tester deux. Alors, vous en déclarez une première. On a vu pas mal de gens qui ont déclaré une première en activité principale, la deuxième parce qu'ils pensaient que c'était accessoire et que ça allait moins bien marcher. Et en fait, parfois, c'est l'inverse qui se passe. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous changez votre code APE. Au bout de 6 mois, 1 an, vous voyez bien que c'est la deuxième qui prend le lead sur la première. Donc, vous modifiez votre code APE et vous signalez à l'URSSAF, à l'administration, qu'en fait, finalement, votre activité secondaire devient principale et vous le signalez à votre assureur pour que votre contrat d'assurance responsabilité civile colle en fait à votre activité principale. Voilà. Mais l'agilité du régime de l'auto-entrepreneur permet ça. C'est pour ça que c'est effectivement un outil de test et de tremplin. Après, il y a des gens qui sont entrepreneurs, auto-entrepreneurs depuis le début. Nous, on en a qui ont démarré en 2009. Ils sont toujours auto-entrepreneurs parce que formateurs, par exemple, ou profs d'anglais à domicile. Quand on est tout seul à exercer, on a vraiment une activité qui est en libéral, par exemple, et où c'est son temps et sa compétence que l'on vend, et qu'on n'a pas envie forcément de s'associer, de développer, on n'a pas besoin de recruter. On est content de ce qu'on génère comme revenu. Et le carnet d'adresses est fiable et se reconstitue d'année en année avec ses clients. Donc, effectivement, là, ça peut durer. Il n'y a pas de limitation, en tout cas, à ça. Et puis, voilà, après, il y a des vies d'auto-entreprise qui sont différentes, qui vont exercer une activité principale pendant 2-3 ans, puis tout à coup, la deuxième va prendre le relais, par exemple, pendant le Covid, où la deuxième activité prend le relais parce qu'elle est plus adaptée à la situation du moment. Et ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que dans ces moments de transition où on réfléchit, c'est prendre du temps pour réfléchir ce projet et regarder tout autour l'environnement de votre projet. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce que vous allez faire, comme vous, Sophie, vous aviez vos valeurs, vous avez défini votre boutique en ligne, les produits que vous allez vendre, comment vous alliez les faire fabriquer. Et il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui se passe demain s'il y a une mesure gouvernementale qui est prise
et qui impactent mon activité. Donc, c'est un petit peu… Et ça, il faut le faire régulièrement. C'est pour ça que lire la presse économique, c'est quand même important de voir un peu ce qui se passe, se tenir au courant sur des sujets, s'abonner à des lettres d'information auprès de certains ministères qui sont les ministères de référence par rapport à l'activité qu'on fait. Se rapprocher des fédérations aussi. Il y a des fédérations par métier qui existent. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes guide conférencier, il y a une fédération ou une association liée à ce métier-là. Parce que là, vous avez les informations de la réglementation de l'activité, propre à l'activité. Et c'est ce qui permet d'avoir toujours cette veille sur ce qui se passe autour de soi et autour de son activité, sur le territoire, dans le pays, en Europe et dans le monde. Voilà. Et en fait, c'est regarder en fonction de ce qu'on fait, ce qui peut être impactant. Et tout comme, voilà, quand vous transitez dans une vie, voilà, il n'y a pas que les éléments propres à son quotidien, il y a tout ce qui est autour. En tout cas, j'espère que, voilà, que ce webinaire aura été utile. Vous recevrez la présentation pour ceux qui se sont inscrits et le replay sera disponible sur le site de l'Union des auto-entrepreneurs pendant toute la durée du salon et même au-delà, puisqu'on le laissera en accès. Vous pourrez le revoir. Vous le reverrez passer sur les réseaux sociaux aussi. Et puis, suivez Sophie, suivez son développement, inspirez-vous, qu'elle devienne voilà, une inspiratrice aussi, je pense, pour beaucoup, parce que voilà, elle a le mérite d'avoir traversé déjà ses premières haies avec succès. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci à tous. Et je vous souhaite une bonne suite de visite de ce salon. Allez puiser les informations. Je vois qu'il y a Cécile qui veut dire quelque chose. Oui, je voulais juste vous remercier. C'était très intéressant, en tout cas, vos conseils et puis ces partages et témoignages. Donc, vraiment un grand merci à toutes les deux. Ça inspire. Bon, pour l'instant, je ne sais pas exactement vers quoi je vais m'orienter. C'est vrai que j'ai été salariée toute ma vie et franchir le cap, la barrière, c'est pas simple. Hein. Non, mais ça se fait. Ça se fait. Il faut bien prendre vos infos. Alors, si vous voulez, à partir de lundi, sur le site de l'UAE, là, sur la page où vous avez tous les webinaires qui est en accès depuis le salon des transitions, il y aura des consultations. Vous pourrez prendre un rendez-vous directement avec moi ou avec un des collaborateurs de l'UAE. D'accord. On fait à partir de lundi des rendez-vous individuels d'une demi-heure. D'une demi-heure, c'est parfait. Je vais essayer de prendre rendez-vous alors. Avec plaisir. En tout cas, n'hésitez pas. En tout cas. Au revoir à tous. Un très bon week-end et puis je vais suivre Sophie, ça c'est sûr. C'est un beau projet. Bravo. Merci. Allez, bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci Cécile. Au revoir Sophie. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Merci tout le monde. Au revoir.